Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez sûrement remarqué dès les premières images de cette vidéo, je suis absolument pas dans ma région habituelle. Je suis actuellement au cœur des Vosges pour tourner une vidéo que j'avais en tête depuis plus de 2 ans. La météo est capricieuse mais a priori elle est partie pour s'améliorer. Alors on est parti pour une aventure hors du commun. Et l'objectif, c'est de prendre la route des Crêtes, ce fameux axe qui serpente sur les hauteurs des Vosges, du nord au sud, pour se rendre sur un véritable champ de bataille. Un des lieux de mémoire les plus illustres de la Première Guerre mondiale, le Hartmannswillerkopf. Le HVK, c'est 45 km de tranchées, des fortifications bâties sur les sommets, des installations allemandes cachées dans la montagne, et une véritable fourmilière de souterrains. Les vestiges de ce secteur seraient les mieux préservés de toute la Première Guerre mondiale, et ils ont l'avantage de se trouver sur la route des Crêtes, littéralement à portée de main, à portée de béquille. Alors, pour aller découvrir ces lieux emblématiques, j'ai quelques dizaines de kilomètres à parcourir entre Vosges et Alsace, sur ce qui est pour moi l'une des plus belles routes du monde. Et cette fameuse route des Crêtes, eh ben, elle a une histoire. J'avais beaucoup de souvenirs de vacances quand j'étais petit déjà sur cette route, et puis je suis venu la refaire à moto dès que j'en ai eu l'occasion, et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a une route ici qui relie les ballons des Vosges en restant sur les crêtes? Et bien en fait, cette route elle a été créée pendant la Première Guerre mondiale puisqu'elle longeait le front entre la France et l'Allemagne. Et ça explique pourquoi sur la plupart de son parcours, en fait elle n'est pas exactement sur la crête, elle est légèrement à contre-pente du côté français face au versant alsacien qui à l'époque était allemand. Ça permettait à l'armée française de ravitailler et de faire circuler les troupes ici légèrement à l'abri du sommet. C'est donc une route qui a un intérêt totalement stratégique et ça explique pourquoi aujourd'hui on prend un pied phénoménal à la parcourir en longeant les sommets. Salut. On va de col en col, de ballon en ballon, en restant sur la hauteur. Et surtout, on a une vue phénoménale sur la plupart des lacs et des vallées des Vosges. Et parfois, on en prend également plein les yeux du côté alsacien, avec un max d'histoire tout au long de la route. On va aller voir ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ah, cette vue magnifique qui commence ici. La météo est un peu incertaine ce matin, c'est en train de se découvrir progressivement, mais quel pied quoi! Et ce que j'adore dans un paysage, c'est non seulement ce qu'on voit de loin, mais aussi ce qu'on voit de près, dans les quelques mètres qui nous entourent. Et là, on est typiquement dans le paysage vosgien, c'est-à-dire un paysage un peu de tourbe, voilà, où on vient cueillir au printemps les jonquilles, au plus tard les myrtilles, des forêts, beaucoup de conifères, quelques pistes de ski, et puis énormément de patrimoine, notamment du côté alsacien. Beaucoup de châteaux forts, franchement il y en a un tous les 30 mètres, c'est incroyable. Et le patrimoine historique de la Première Guerre mondiale qui est largement sous-coté ici dans les Vosges. Parce qu'il faut bien l'avouer, les gens viennent pour la randonnée, viennent pour le ski. Ils connaissent pas forcément les recoins 14-18 en plus qui sont pas toujours très accessibles. J'ai eu l'occasion de vous en dévoiler quelques-uns lorsque j'avais fait ma vidéo avec Valoutre sur la tête des faux que je vous invite à revoir si vous la connaissez pas. Également du patrimoine Deuxième Guerre mondiale. Voilà pourquoi moi je pourrais remplir ma chaîne YouTube rien qu'avec les Vosges et l'Alsace. Oh là là, et regardez-moi cette vue quoi. Le lac de Krutwildenstein en bas, je crois que c'est celui-ci. Ce n'est pourtant pas ce qu'on appelle de la haute montagne, mais finalement l'important c'est le panorama et le tracé des routes. Et là franchement cette route des Crêtes, c'est la meilleure du monde. Le vieil Armand, c'est par ici. Oh la vache! Ah bah heureusement que c'était prévu éclairci et beau temps. Ça gâche un peu la vue, j'espère qu'on aura mieux dans le cours de la journée. Parce que là ça promet. Oh là là, c'est magnifique. Je crois qu'on est au pied du grand ballon, mais je suis pas sûr. On le voit même pas. On y est? Non, on y est. On est au grand ballon. Bon, mais pour filmer, je reviendrai demain.
Petite coupure au montage. Coupure au montage en effet, parce qu'un détour s'impose un jour de soleil. Le Grand Ballon est le point culminant du massif des Vosges et de toute la région Grand Est. Il intrigue avec à son sommet sa station radar dédiée à l'aviation. Mais un autre monument nous attend quand on prend la peine de monter à pied jusqu'au sommet. Impossible de prendre la route des Crêtes et de se rendre au Vieil Armand sans faire une halte au Grand Ballon. Le Grand Ballon, non seulement c'est le point culminant de la région, on a une vue incroyable sur tout ce qu'il y a autour, mais c'est aussi là que se trouve le monument au Diable Bleu. C'est le monument à l'effigie des chasseurs alpins et de tous les régiments qui se sont rudement battus pendant la Première Guerre mondiale sur ce qui était des conflits de montagne. Et ça, c'était plutôt nouveau et plutôt très difficile, notamment lorsque la guerre s'est figée ici sur le sommet des Vosges et qu'il a fallu s'organiser en conséquence. Seules les ruines de l'ancien chalet du club vosgien nous murmurent déjà que nous sommes sur une ancienne zone de conflit. On l'oublierait presque si quelques centaines de mètres plus loin ne se dressait pas fièrement ce monument au Diable Bleu, hommage aux troupes de montagne. Et des montagnes, il y en a ici, à perte de vue. En contrebas, la vallée du Rhin et là-bas, les sommets de la forêt noire allemande, puis par temps clair, la Suisse et les Alpes. Alors oui, une fois passé le Grand Ballon, donc il faut redescendre un petit peu. On se retrouve à nouveau dans la forêt avant de pouvoir regagner le Vieil Armand. Ah là là, superbe aussi. Cette portion là, c'est la première fois que je la pratique et c'est très joli également. On est dans un coin, ça fait un petit peu moins alpage, ça fait plus zigzag entre forêt et quelques clairières. Très très joli. Alors moi j'ai des trajectoires absolument pas pro, tout à fait critiquables. Par contre, vous ne me verrez jamais couper un virage parce que là, à n'importe quel moment, on peut croiser ici un bus de touristes. Oh là là, c'est sûr, en quelques dizaines de mètres, on change d'ambiance, on change de décor, on change de versant aussi. Alors je connais pas suffisamment bien l'histoire de la route des Crêtes pour comprendre pourquoi est-ce que par moment, on n'est plus dans cette fameuse contrepente côté français, mais là on est clairement au-dessus du versant alsacien. Alors est-ce que c'est l'itinéraire historique qui a été suivi à 100% depuis 14-18 pour créer la route qui sert aujourd'hui? Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, c'est superbe. Encore quelques virages, et puis voilà. Sans prévenir, alors que la route virevolte en forêt, on arrive face au drapeau et au monument qui nous rappelle soudain que cet itinéraire, aujourd'hui parcouru par les touristes et les vacanciers, était il y a un siècle le témoin d'un lourd tribut payé par l'homme, celui de 30 000 morts. 30 000 morts sur quelques centaines de mètres de front, dans la fureur de la Première Guerre mondiale. Par où commencer pour illustrer ça? Je n'ai sûrement pas fait les choses dans l'ordre, mais peu importe. C'est à la crypte que je suis descendu en premier. La crypte, pour moi, c'était un sas. Un sas entre le présent et le passé. Un sas qui nous avertit que les sentiers de randonnée qui vont suivre sont marqués par un bilan inimaginable. En témoignent en contrebas ces 1256 tombes qui ne représentent pourtant qu'une toute petite partie des hommes tombés sur ces lieux. Et derrière eux, une montagne, le Hartmannswillerkopf, celle qu'on a surnommée la mangeuse d'hommes, ou encore la montagne de la mort. Si je viens ici aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. Le Hartmannswillerkopf, en plus de son mémorial, de sa crypte et de son cimetière, eh bien c'est un lieu qui propose une boucle de 4 km ou 5 km à travers les tranchées. Et ce réseau de tranchées fait partie des endroits les mieux conservés de la Première Guerre mondiale. On parle de plus de 45 km de tranchées, des abris bétonnés, de tas de vestiges qui sont encore là. Vous êtes nombreux à avoir apprécié ma vidéo sur la tête des faux et vous êtes nombreux également à vous demander comment on peut y aller. Eh bien ici, au Vieil Armand, sur un circuit balisé, on vous emmène directement sur les vestiges les mieux conservés de la Première Guerre. Très vite, on est happé par le réseau de boyaux et de tranchées du secteur français, et l'on comprend que les soldats se sont adaptés pour tenir et surveiller la montagne, en profitant de la moindre crête, de la moindre roche, de la moindre corniche. Quelques centaines de mètres de front sur lesquels chaque versant, chaque saillant, chaque point d'observation était rudement défendu. Alors l'histoire de ces combats menés sur le Vieil Armand, elle est un peu similaire à l'histoire des combats menés sur les autres sommets des Vosges. C'est-à-dire que dans les premières semaines de la guerre,
personne n'avait pris d'assaut les sommets. Puis ce sont les Français qui arrivent les premiers, car ils estiment que voilà, tenir ces hauteurs au-dessus de Colmar et au-dessus de Mulhouse revêt une certaine importance. Et ce sont les Allemands qui vont ensuite s'organiser pour contre-attaquer et vont tout faire pour conquérir les hauteurs avec une logistique incroyable, des constructions très solides pour être et durer sur le front et sur la prise de ces sommets. Et les Français vont devoir résister héroïquement pour tenir les hauteurs. En 1914, lorsque le front se fige, les Français occupent les sommets des Vosges, à la frontière entre leur territoire et l'Alsace, qui est alors allemande. Personne sur le Hartmannswiller Kopf. Il faut attendre décembre et les rudes conditions de l'hiver pour que les Français s'intéressent à ce sommet, position avancée sur la ligne de crête et qui leur offrirait un observatoire dominant sur les plaines environnantes et notamment celles de Cernay et de Mulhouse. C'est donc à la toute fin du mois de décembre 14 que quelques dizaines de soldats français font alors face à quelques dizaines d'Allemands, dans un combat d'abord fait d'escarmouches en forêt, et en se protégeant dans des abris en rondins. Ils seront les pionniers de dizaines de milliers de combattants qui viendront ensuite occuper le site, renfort après renfort, contre-attaque après contre-attaque. Et comme ailleurs sur le front des Vosges, deux choses me marquent particulièrement sur ce champ de bataille. D'abord, la proximité entre les lignes allemandes et les lignes françaises, et ensuite, l'incroyable travail de fortification des lignes allemandes. Pourtant, les Français ne sont pas en reste. Bien que le commandement français, comme partout ailleurs sur le front, ait opté pour une stratégie offensive, refusant de s'installer aussi solidement que ne l'étaient leurs adversaires, on retrouve tout de même de nombreuses positions françaises, aménagées et fortifiées, notamment ici, dans le secteur de la Roche-Sermet et de la Roche-Mégare. Ici, on est donc dans une tranchée française qui était directement en première ligne. Et en fait, cette tranchée, elle était en partie couverte. Et on a encore une partie de la couverture, entre guillemets, de cette tranchée. Ici, faite avec des boucliers, faite avec des moyens de fortune et des créneaux pour pouvoir observer en restant à l'abri. Et tout ça est encore intact. C'est assez fou. J'imagine pas la rudesse, la difficulté pour vivre ici, combattre ici et surtout avoir construit tout ça, quoi. On parcourt encore ces lieux aujourd'hui et on y retrouve encore les différents abris creusés directement dans la roche pour pouvoir se mettre à l'abri et se reposer un petit peu. Ici on aperçoit une cheminée. Ici dans le secteur de la tranchée de pierre, on domine littéralement la vallée. Alors on ne le voit plus aujourd'hui avec la végétation, mais la tranchée était en première ligne et en fait elle longe le coteau avec vue sur les positions allemandes, avec un peu partout des abris. Alors parfois ce sont des abris couverts, parfois ce sont comme ça de simples parapets, de simples petites banquettes ou balustrades derrière lesquelles on pouvait se tenir. Parfois des postes un peu plus conséquents comme celui-ci, qui devait certainement servir à armer une mitrailleuse. Et en contrebas, le visuel sur les positions allemandes, évidemment complètement obstrué aujourd'hui par la forêt. Parfois on a l'impression de parcourir un de ces petits villages abandonnés sur les hauteurs du sud de la France. Et c'est vraiment impressionnant. Et alors qu'on longe la crête, sans même s'en rendre compte, tout bascule. Le décor, les tranchées, les pierres qui nous entourent, tout change, et ceci pour une simple et bonne raison. Durant les combats, cette ancienne tranchée française a été capturée par les Allemands. On réalise alors non seulement la surprenante proximité entre les positions des deux camps, mais aussi la différence flagrante dans la gestion des constructions défensives. Les amis, il faut vraiment venir le voir pour le croire. J'étais en train de marcher dans les tranchées, dans les abris français. J'ai fait 5-10 mètres, et d'un coup je tombe sur le panneau tranchée allemande. Elles étaient juste à côté. J'ai fait 10 mètres, 5 mètres, même pas. Et tout de suite on voit la différence. Alors pour une fois côté français, il y avait quand même des abris en pierre, des choses bien aménagées comparées à la tête des faux où il n'y a presque aucun vestige côté français. Quand on arrive du côté allemand, on voit tout de suite la différence. Je vais quitter le mode selfie, voilà. Hop, regardez ça. On est sur quelque chose encore beaucoup plus fortifié, beaucoup plus bétonné, avec ce qui ressemble à des petites rues, des abris qui portent des noms, des aménagements de vie courante un peu partout, et puis surtout la solidité, voilà, de ces murs de pierre. C'est incroyable.
Alors non seulement ce sont des vestiges qui m'impressionnent, mais ce qui m'impressionne encore plus, c'est la proximité entre vestiges français et vestiges allemands. Alors beaucoup de tranchées également de part et d'autre du circuit, qui ne sont pas accessibles à pied, mais qui sont encore bien conservés, qu'on peut apercevoir. Et c'est là qu'on s'aperçoit de l'étendue folle du réseau. Et c'est en visitant le secteur allemand et tous ses contreforts que l'on réalise à quel point la machine de guerre allemande s'appuyait avant tout sur une machine logistique. D'abord grâce à une route construite sur mesure qui monte en lacet jusqu'au HVK, la fameuse Serpentinenstrasse, permettant d'approvisionner les lignes en hommes et en matériel. Et puis, ici aussi, grâce à un téléphérique dont on retrouve la trace des machineries dans les abris taillés dans la roche. Tout semble avoir été aménagé pour tenir la position défensive dans les meilleures conditions. Et la plupart du temps, il s'agit de détails qu'aucune vue aérienne ne nous permettrait de découvrir. Il faut parcourir les lieux à pied pour comprendre ce qu'on y retrouve encore aujourd'hui. Des tranchées d'une construction impeccable et d'une solidité à toute épreuve. Des fortins en béton devenus de véritables blocos. Des centaines de mètres de souterrains taillés dans la pierre vosgienne pour acheminer les hommes depuis l'arrière du front jusque dans les premières lignes. On donnera des noms à tous ces lieux. Le fort Dora, le fort Ratz, le tunnel de Saint-Gothard. Si beaucoup sont condamnés, certains d'entre eux sont encore visitables par les randonneurs. C'est vrai que j'ai rarement vu des abris bétonnés de 14-18 encore en si bon état. Celui-ci possède encore toutes les tôles ondulées qui faisaient la voûte qui servait à tenir l'intérieur. Il y a énormément de souterrains comme ça, ici sur le vieil Armand. Énormément de souterrains allemands qui creusent toute la colline. C'est sidérant de les retrouver encore aujourd'hui. Et c'est encore loin d'être fini. Toutes les installations n'étaient pas dédiées aux assauts d'infanterie, loin de là. Beaucoup d'autres aménagements assuraient des travaux de soutien. On retrouve de nos jours les machineries servant à fournir l'électricité au réseau de souterrains et d'abris. Ou bien encore les ateliers des cuisines. On retrouve la position des Minenwerfer, ces canons d'artillerie de tranchée capables de faire vivre un enfer aux adversaires à quelques centaines de mètres de là. On retrouve également des bâtiments fonctionnels tels que des infirmeries, des locaux pour des aumôniers. Quant à ces quelques fosses à l'arrière des bâtiments, si vous vous demandez à quoi ça servait, eh bien oui, c'est bien ce à quoi vous pensez. Et puis partout, strictement partout côté allemand, des entrées de forts et de souterrains. Et pourtant, il n'y a pas besoin d'aller dans les souterrains pour trouver des endroits incroyables et pour vous illustrer à quel point ces endroits sont incroyables. Ici, sur le flanc où se trouve le téléphérique, les cuisines, le compresseur et tous ces trucs-là, on trouve encore de nombreux bâtiments abandonnés très vastes comme celui-ci, complètement livré à lui-même. Je ne sais pas ce que ça pouvait être. Et puis surtout, partout. Je vous jure que j'ai arrêté de les filmer tellement il y en a. Mais des abris souterrains et des tranchées incroyables comme celle-ci que je remonte en direct avec vous. C'est incroyable, c'est sidérant. On dirait un décor, quoi. Oh la vache. Je sais pas comment ils faisaient parce que par contre ils pouvaient pas se croiser. Moi-même, je suis pourtant pas le roi de la muscu et j'ai pourtant limite les deux épaules qui touchent les murs. Alors ici, il devait être sacrément bien organisé parce que se croiser dans la cohue, c'était impossible. Avec toujours des petites banquettes ici sur le côté. Et puis des murs de pierre. Des murs de pierre d'une hauteur impressionnante avec des abris. Des abris comme celui-ci. Avec des postes de tir. Là, sur cette partie numéro 2 du circuit, il y a beaucoup moins de monde. Il y a peu de monde a priori qui vient jusque là. Et pourtant, enfin, tout est là, tout est conservé. Les escaliers en métal qui permettaient de monter en surface ou de monter à l'assaut. Les abris. Je vous jure, j'irais bien voir celui-ci, mais j'en ai vu tellement. Il y en a trop. Et puis ce dédale de couloirs, de tranchées fortifiées, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, nulle part. Face à cela, les quelques fortins français trouvés plus loin sur la montagne, généralement réservés à abriter des postes de commandement, font grise mine. Et pourtant, malgré les milliers de morts, les milliers d'obus tirés provoquant la disparition de la forêt, la transformation de cette montagne en no man's land pour essayer d'en dominer le sommet, les Français ne lâchent pas prise.
malgré la rudesse du climat et malgré la proximité des lignes. Ici donc pour vous faire un petit topo, je me trouve au pied de la croix, juste au pied de la croix, la grande croix blanche qu'on voit depuis le mémorial. Et il y a ce petit panneau à ma gauche qui indique ligne française. Et donc ce petit abri métallique individuel, il se trouve face aux lignes allemandes. Le fortin là-bas, c'était le fortin allemand. C'est-à-dire qu'ils se font face littéralement. Il me serait compliqué de résumer l'intégralité des combats ici en quelques instants. Mais au final, de janvier 1915 à janvier 1916, malgré les assauts, la capture et la reprise de position, le HVK aura capturé bien des vies pour au final demeurer partagé par une ligne de front qui n'aura jamais bougé. Tant de sang versé pour la maîtrise de ce sommet, avec des moyens que nul n'aurait imaginés au début de la guerre. Les travaux de sape, l'artillerie de tranchée, le lance-flammes. Aujourd'hui, sur le rocher Panorama, au centre de cette boucle de randonnée que l'on peut parcourir librement, je tente de réaliser, d'imaginer. Pour le randonneur curieux que je suis, tout est très clairement expliqué et identifié. Le circuit balisé est truffé d'informations sur chacun des lieux où l'on s'arrête. Le musée historial, moderne et complet, revient sur beaucoup d'aspects de la bataille. Il est l'héritage de travaux menés directement depuis l'après-guerre afin de préserver la mémoire du site et d'assurer son inscription au patrimoine. J'y réalise entre autres que je suis loin, très loin, d'être le premier motard à parcourir les lieux par passion pour le tourisme historique. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, au pied du monument dédié au 152e régiment d'infanterie, généralement appelé le 15-2. Le 15-2 qui a participé au combat ici sur le Hartmannswillerkopf et qui existe toujours. Et le 15-2, il est basé en contrebas, derrière moi dans la vallée, à Colmar. C'est dire si les lieux doivent leur être chers et que les commémorations ici continuent. En tout cas, je suis hyper ravi de cette visite. Tout ici est formidable, le sentier balisé, les panneaux indicateurs, très précis, qui donnent des dates sur chaque lieu où vous vous arrêtez. Vraiment une excellente visite que je vous recommande. Et puis surtout, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et de l'avoir regardée jusqu'au bout. À bientôt sur la chaîne, je l'espère, pour d'autres aventures. Je vous dis bonne route, allez ciao.